en 2017 qui montrait que pour 69% des dirigeants, c'est le talent en fait qui est le plus important. Et donc, on a essayé de voir un peu c'était quoi le talent. Donc, c'est justement un salarié qui est engagé, qui est motivé, qui est force de proposition, qui adhère en fait aux valeurs de l'entreprise. Et ça va être important. Et où justement la succession serait problématique s'il venait à partir. Alors, clairement, ça fait un peu le mouton à cinq pattes. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir tout d'un coup, mais c'est important de revenir justement qu'est-ce qui va être important pour moi. Et ça, c'est un travail que l'entreprise et que le chef d'entreprise ne peut pas en effet passer ou ne peut pas survoler. Parce que derrière, en fait, c'est tout son processus de recrutement et de fidélisation de son salarié qui va foirer par la suite. Clairement, c'est la base. Mais vous pouvez le mettre très bien en parallèle avec la vente. Mon étude de marché, c'est la base. Si je ne fais pas mon étude de marché, je ne vais pas connaître du coup quelles sont les attentes, quels sont les besoins de ma clientèle. Et quand j'ai lancé mon entreprise, je peux avoir un très beau produit, mais si derrière je m'adresse aux mauvaises personnes, je n'aurai pas de chiffre d'affaires, je ne vais pas marcher et puis ça va foirer. Et finalement, ce processus de recrutement, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas ce qui est le plus sexy et fun pour un chef d'entreprise. Clairement, en effet, il a autre chose à faire, mais c'est un processus qui doit absolument engendrer. C'est nécessaire pour la suite et la survie de et même le développement de son entreprise. Ça, c'est important. Est-ce que pour vous, tout est clair plutôt, c'est plutôt des notions qui sont que vous aviez déjà vues? Oui. Alors, en effet, tout ça, c'est ce travail qui est préalable pour définir justement la marque employeur. Alors, on vous enverra pareil une fiche, une belle boîte à outils de la BPI sur qu'est-ce que c'est la marque employeur. Mais grosso modo, en fait, il faut démystifier un peu la marque employeur parce qu'on entend un peu parler dans tous les sens. Et pour le chef d'entreprise un peu familial, lui, souvent, c'est un concept qui peut être un peu ombrageux, on va dire. Alors qu'en fait, pas du tout. La marque employeur, ça porte bien son nom, c'est une marque. Et c'est comme la marque en fait de son entreprise, c'est comme la marque auprès de ses clients. Il faut qu'il développe une marque, mais là, à destination de ses futurs salariés. C'est juste du coup définir qui je suis, quelles sont les valeurs de mon entreprise, qu'est-ce que je veux transmettre et qu'est-ce que je veux transmettre justement à mon futur salarié. Ce que je veux transmettre en fait à mon client. Et donc c'est ça, c'est une marque. C'est finalement tout ce qu'il a déjà fait au démarrage de son entreprise. Ouais. Nous, j'ai l'exemple probant avec un chef d'entreprise. Il a plusieurs garages. C'était la semaine dernière. Donc lui recrutait des profils ultra pénuriques qui sont les carrossiers. Et bref, nous on a un produit qu'on a créé avec Ouest France Emploi qui vise justement à valoriser la marque employeur des entreprises à travers un petit article qui va être publié sur les réseaux sociaux. Bref, je vous épargne les détails, on pourra en discuter après. Mais l'idée, c'est de valoriser l'entreprise à travers une offre d'emploi un peu sexy, une offre d'emploi un peu augmentée. Et en partageant du coup avec ce chef d'entreprise-là, qu'est-ce qu'il entendait derrière marque employeur? C'est vrai que lui, au début, il ne savait pas. Et puis, en échangeant avec lui, en fait, il m'a parlé en tant que chef d'entreprise. Il m'a parlé de son histoire. Il m'a parlé de l'histoire de l'entreprise, de la vie au quotidien avec ses collaborateurs. Et je lui ai dit, mais voilà, en fait, vous les avez, vos éléments de communication qu'on va mettre dans cet article-là, parce que vous avez parlé en tant que chef d'entreprise. D'accord? Et c'est vous, c'est vos collaborateurs, c'est au quotidien. Mais il n'y a pas besoin, en fait, d'aller chercher des éléments de langage, des visuels, miroirs. Non, c'est voilà qui je suis, qu'est-ce que vivent mes salariés au quotidien au sein de mon entreprise. Et en créant, en fait, cette image-là, qui va être exposée après sur les bons canaux, on va faire pareil de l'inbound. En fait, l'inbound, aujourd'hui, dans le marketing, des actions qui vont permettre de récolter sans prospection des prospects. Et l'inbound recruiting, c'est en affichant ma mission, ma vision, mes valeurs, qui je suis, qui est mon équipe. Tout ça, ça va permettre d'attirer des profils qui me correspondent déjà, parce qu'en fait, ils se retrouvent dans les messages
il se retrouve dans mon entreprise. Et donc, limite, ce travail de présélection de profils, on n'aura plus besoin de le faire parce que les profils qui viendront à nous seront des profils qui sont cohérents au vu de Ça va mon matcher, entreprise. quoi. Ça va matcher, Ça en va fait. matcher. Ouais. C'est ça, c'est sûr, c'est que l'entreprise, en fait, il faut qu'elle parle, on peut dire un peu avec ses tripes, quoi. Il faut qu'elle parle son propre langage. Parce que si en effet elle cherche quelque chose de trop technique, bah, en fait, elle va se perdre. Et donc, elle va perdre son identité. Et ça, c'est ça, en fait. Il y a trois notions qui est importantes. C'est l'identité, c'est l'ADN de l'entreprise. C'est justement qu'est-ce qui est constitutif à l'entreprise. Donc, sa mission, c'est ses métiers, mais son expertise, sa culture, comment elle a été construite, ses valeurs, sa raison d'être aussi. Ça, c'est important pour le futur salarié, c'est de savoir en fait qu'est-ce que va proposer l'entreprise et c'est quoi sa vocation. Et après, c'est son image. Travailler une image employeur, déjà en interne. Est-ce que c'est comment est représentée l'entreprise déjà par les collaborateurs en interne. Et donc, on revient à cette idée d'inclure en fait les collaborateurs dès le départ. Parce que, justement, s'ils sont déjà pris en compte dans l'entreprise, eh ben, ils vont être un canal de communication après pour trouver en fait le futur en fait salarié. Et ça, c'est important en fait. Ouais. Je vais réutiliser un terme anglais, c'est l'employee advocacy, qui veut tout simplement dire en fait comment je fais parler mes collaborateurs pour justement générer plus d'engouement autour de ma marque. Et aujourd'hui, il y a de vraies stratégies qui sont… Moi, j'ai l'exemple d'une boîte à Rennes qui s'appelle Steeple. Vous pouvez regarder sur LinkedIn. Tous les collaborateurs Steeple, ils ont la même photo de profil avec le même logo. Il y a un vrai travail de communication qui a été fait, mais en fait, on voit clairement l'univers Steeple. Ils communiquent tous sur ce qu'ils font au quotidien, etc. Ils partagent en fait qu'est-ce que c'est travailler chez Steeple. Et ça, c'est une vraie stratégie d'employee advocacy qui permet en fait à Steeple de générer de la candidature spontanée entrante parce que peut-être que mes actions de communication ne sont pas suffisantes, mais j'ai 100 collaborateurs qui communiquent autour de ma marque au quotidien dans un réseau qui peut varier entre 500 et pour les meilleurs 10 000 abonnés. Et donc là, on a un vrai effet de réseau qui se crée et il faut vraiment placer les collaborateurs au centre de sa stratégie de recrutement en les faisant parler. C'est comme quand on achète un produit en ligne. On va regarder les témoignages clients, les avis clients, parce qu'on a besoin d'être rassuré. Donc, on écoutera spontanément beaucoup plus facilement un collaborateur qui nous parle plutôt que le RH qui nous dit « Allez, rejoignez-nous, c'est super ». Et ouais, c'est ça qui est important. Et donc, voilà, ce qui est construire en fait l'image, la marque employeur, cette image, c'est rétablir justement en interne déjà un climat de confiance, mais aussi permettre d'avoir une image positive de mon secteur, de mon métier, de mon entreprise et maîtriser en fait la réputation. Et tout ça, ça va justement aider de trouver le bon candidat ou en tout cas d'espérer de trouver le meilleur candidat. Donc tout ça, en fait, en effet, c'est ce qu'on voit, ce que vous voyez là dans la présentation, c'est de redéfinir. Donc, c'est essayer de définir un peu les avantages et les bénéfices que l'entreprise peut apporter en fait aux futurs employeurs. Redéfinir donc justement les missions, les valeurs de l'entreprise, ça c'est hyper important pour que justement tous ces éléments, et comme tu me disais tout à l'heure, Oscar, ça va permettre aux candidats de mesurer les valeurs et les promesses donc de l'entreprise et donc finalement la sélection en fait elle se fait déjà là. Ouais, on va avoir le bon candidat qui va déjà venir tout de suite quoi. Qui va venir tout de suite et ça c'est pas bien. Et donc là-dessus pour trouver le bon candidat il va falloir que je communique et le numérique aujourd'hui comme tout reste indispensable et essentiel. Et d'ailleurs, on a retrouvé des chiffres quand même assez intéressants. Carrément. Aujourd'hui, il faut comprendre que la recherche d'une entreprise, elle se passe sur Google, elle se passe sur les réseaux sociaux. Et une entreprise, alors là, c'est 53% sur le site. La recherche se fait sur le site de recherche d'emploi. Moi, j'ai un chiffre qui est encore c'est un peu plus récent parce que là, l'étude date de 2017, mais c'était près de 93% des candidats qui se renseignent sur Internet
sur l'entreprise en fait. Et aujourd'hui, au même titre que ne pas avoir de site internet, ne pas avoir sa marketplace, ne pas avoir une visibilité, ça peut être destructeur pour une entreprise. Ne pas parler de son entreprise, ne pas parler de ses besoins de recrutement, etc. Moi, je fais l'exercice à chaque rendez-vous client. Je me mets dans la peau d'un candidat qui postule chez eux et je fais le parcours. Et j'arrive en entretien client avec tous les points de blocage, toutes les barrières en fait, qui vont être des éléments de communication, qui vont être où est-ce que je postule en fait quand je me renseigne chez vous, qui vont être en fait là je dois envoyer mon CV par mail. Aujourd'hui ça se fait plus. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça qui sont liés donc au digital, au numérique, sur lesquels l'entreprise doit travailler pour fluidifier en fait la candidature, l'accès à l'information pour le candidat. Et on voit bien, hein, quasiment 80% en fait poussent la découverte en allant sur le site de l'entreprise. Ouais. Donc c'est essentiel que l'entreprise en fait communique aussi sur ce biais-là et sur les réseaux sociaux. Ouais. Et je reprends l'exemple de mon chef d'entreprise de garage automobile. Moi, j'ai fait le travail avec de mettre dans la peau d'un candidat. Et la différence entre son site carrière où il y avait juste les offres d'emploi et les missions et lui, comment il m'a présenté son entreprise en entretien client, tout de suite, oui, bien sûr, tout de suite, et ça donne envie en fait. Parce qu'on voit qu'il y a derrière, on sent qu'il y a une énergie, qu'il y a une ADN qu'on ne perçoit pas sur un site carrière dénu d'éléments de communication. Et c'est vrai que donc, pour reprendre ça, donc, cette étude de la BPI, on voyait que sur 100% des entreprises auditées, toutes avaient un site internet, mais qu'il y avait seulement 23% qui avaient un onglet carrière, donc c'est vraiment pas beaucoup, et que 14% postulent d'ailleurs, mettent leurs annonces emploi dessus. Et nous avons que sur les 20% qui ont un réseau social, il n'y en a que 1% des entreprises qui le mettent à jour régulièrement. Ouais. Et ça, c'est problématique. Alors, il y a une question de Sophie. Sophie, ouvrez votre micro et dites-nous. Oui, non, vous êtes un peu en train d'y répondre. Moi, je me posais là, je partage votre constat. Après, je m'interrogeais quand même sur les TPE. Là, vous parlez carrière, ce n'est pas forcément le cas des petites structures, en fait. Voilà. Et du coup, mais vous y viendrez peut-être après, sur quelle est quand même la place du numérique pour ces entreprises-là où ils n'ont pas de site internet, voilà, ils ne reçoivent pas des candidatures par le web, voilà, on est plus sur se déplacer, voilà. Ça reste essentiel parce que là, on est sur… je viens me présenter directement aux dirigeants. Voilà. Quel est votre avis par rapport à ça? Eh bien, je vais te répondre comme en fait, pour un chef d'entreprise qui veut développer sa boîte et par rapport à ses clients, il est obligé en fait d'avoir un site internet pour se démarquer, etc. Alors peut-être il n'a pas besoin d'avoir un onglet carrière, etc. sur les TPE parce qu'en effet c'est trop long, c'est trop compliqué pour eux. Mais il doit avoir un site internet pour deux choses. Déjà pour sa clientèle, pour qu'il montre en effet à sa clientèle qui il est, qu'est-ce qu'il va proposer, etc. C'est essentiel. Et puis justement, les futurs salariés, ils vont voir sur son site c'est quoi ses valeurs. Et ça c'est essentiel. Donc, ce travail de créer en fait une page internet, c'est… Il n'y a pas le choix. En fait. Moi j'ai un avis très tranché là-dessus, c'est que ceux qui sont encore réfractaires à justement avoir une présence sur Internet, c'est des business qui ne se développeront pas, parce qu'aujourd'hui, tout passe par Internet. Et j'entends qu'il y en a qui sont réfractaires parce qu'ils ont toujours fait comme ça, etc. Mais aujourd'hui, on ne peut pas ne pas avoir de présence sur le web. Encore, la gestion, la maîtrise, l'animation de réseaux sociaux. Bon, là, on passe un cap supérieur qui, effectivement, pour les TPE, est beaucoup plus complexe à gérer. Mais ça prend du temps. Mais je considère qu'un site Internet, aujourd'hui, avec toutes les technologies, toutes les freelances qui existent, etc., faire un site Internet, c'est vraiment pas compliqué. Ça demande un petit peu
investissement, mais on peut facilement en créer un. Et c'est, comme tu le dis, en fait, la porte d'entrée à la fois pour des clients, mais aussi pour un candidat qui va se renseigner sur l'entreprise. Aujourd'hui, voilà, on n'a pas de visu sur, prenez votre cas, hein, vous voulez acheter un produit, vous n'avez pas en fait l'image du produit tout de suite, ça va vous freiner en fait dans votre parcours d'achat. Et donc il faut rassurer, il faut qu'il y ait des éléments visuels de communication qui rassurent et qui donnent envie d'aller un petit peu plus loin. Comme tu le dis, ça n'a pas besoin d'être poussé avec un site carrière ultra performant, tout ça, mais avoir des éléments où on voit déjà qui se cache derrière l'entreprise, qu'est-ce qu'il fait au quotidien, etc., etc. Pour moi, c'est juste essentiel. Ça, c'est tout un travail de fond qu'on fait, toi, Oscar, et puis nous, les chambres consulaires. La présence numérique, aujourd'hui, elle est essentielle parce qu'on peut avoir une réputation en fait, à l'instant T, mais ça ne veut pas dire en fait, que cette réputation va perdurer dans le temps. Et le numérique, en fait, permet de pallier peut-être un peu à ça. Et pour le recrutement aussi, c'est essentiel. Aujourd'hui, on ne peut plus passer par un recrutement où je mets une banderole au pied de mon usine, de mon entreprise. Je recherche un ouvrier peintre, je recherche justement un cuisinier. Ça ne marche plus, en fait. Ce n'est pas du tout vendeur. Non. On a répondu à votre question, Sophie ? Ah, on ne vous entend pas, vous avez votre micro qui est coupé. Non, je disais sur cette question, la fichette, ouais, ça peut paraître un peu dépassé, mais j'ai un avis qui est un petit peu du niveau, notamment dans la restauration, où je reçois à se déplacer, faire du porte-à-porte. Et franchement, moi, ils postulent sur Indeed, ils n'ont jamais de retour. Hein. Les restaurateurs aussi s'emparent d'Indeed, mais derrière, ne valorisent pas forcément les candidatures qu'ils reçoivent. Hein. Donc, c'est du découragement du côté des candidats. Et quand ils vont sur du face-à-face, où je me présente en fonction des offres que j'ai pu repérer sur Internet, se servir de l'outil pour repérer des offres, ça fonctionne quand même, en fait. Mais après, c'est mon avis. Ouais. Alors, je suis désolé, ça a coupé, donc je n'ai pas bien entendu le début de votre propos. Vous parliez d'affichette. Non, vous disiez qu'en fait, la méthode de mettre d'affichage, de dire je recrute quelqu'un sur le pas de la porte, ça ne fonctionne plus. Je disais que je pense que ça peut encore fonctionner. Et nous, on travaille sur l'accompagnement de candidatures, je dirais, qui effectivement ont a priori pas le profil pour. C'est grâce à ça, c'est en se déplaçant dans l'entreprise que là, ils vont pouvoir avoir un premier contact et mettre en avant leurs soft skills, ce qu'ils ne pourront pas faire via une candidature, via le numérique, en fait, parce que du coup, malgré tout, qu'est-ce qu'on transmet par le numérique? Vous y viendrez peut-être. Si c'est un CV, clairement, leur CV ne sera pas attractif du tout. Et aller vers l'employeur et du coup, essayer d'engager une discussion, de mettre en avant ses atouts, ça me paraît aussi une méthode qui peut fonctionner. Mais... nous, c'est juste. Enfin, je fais juste un petit éclairage sur Unel, mais c'est justement tout le propos de Unel, c'est comment est-ce qu'on fait pour lever les barrières du CV qui, aujourd'hui, les CV se ressemblent tous, et pareil que sur un site où on ne peut pas transmettre en fait qui on est vraiment. Nous, en faisant ce constat-là côté candidat, mais aussi du coup côté entreprise qui se plaignait de ne pas savoir à qui ils avaient affaire, c'est justement là la valorisation des soft skills à travers le parcours Unel. Le candidat va pouvoir mettre en avant qui il est. Je pense qu'en plus, vous avez parlé d'un secteur qui est particulier, l'hôtellerie-restauration. Effectivement, ça marche aussi beaucoup au bouche à oreille. Il y a des réseaux, etc. Il y a des communautés. Donc, c'est vrai que là, on parle d'un secteur avec des pratiques spécifiques. Mais voilà, c'est vrai que l'affichette sur la porte, on recrute un cuisinier, une cuisinière, elle peut fonctionner, mais il va falloir innover dans son approche. Il ne faut pas se limiter qu'à ça, surtout quand on voit que je pense qu'il n'y a pas plus bel endroit qu'une cuisine où on peut exprimer derrière un plat. Il y a de la créativité, il y a de l'imagination, il y a quelqu'un qui prépare. Donc, je pense que c'est en plus un super terrain de jeu pour mettre en avant l'ADN du restaurant, de l'hôtel, etc. Et ils doivent capitaliser là-dessus. Et puis, je pense qu'ils peuvent jouer aussi sur le relais des collaborateurs qui sont déjà présents en fait dans l'entreprise. Et justement, ces collaborateurs
collaborateurs, peut-être, ils sont plus de maîtrise aussi du numérique. Ils peuvent être un moyen de relais de la candidature, en fait, de l'offre d'emploi que l'entreprise recherche, et aussi d'être un pont entre le chef d'entreprise et puis le réseau des collaborateurs, et donc de faciliter en fait la prise de contact. Et ça, du coup, on revient toujours en fait à cette intégration des collaborateurs qui peuvent aussi prendre le relais en fait de la communication numérique, puisque peut-être ils sont aussi ils le maîtrisent mieux, ils connaissent les codes, et peut-être le chef d'entreprise aussi peut se reposer en fait un petit peu là-dessus. Parce que là, en effet, on remet quelques concepts de communication, notamment sur les réseaux sociaux, qui est important en effet d'analyser les bons canaux par rapport au secteur d'activité et puis à la tranche d'âge sur lesquels je souhaite toucher, parce que aujourd'hui, il y en a plusieurs et je ne vais pas communiquer, je ne vais pas toucher les mêmes personnes sur Facebook que sur TikTok, que sur Instagram et sur les autres réseaux sociaux. Donc, c'est important de ne pas, en effet, varier et ouvrir et d'être sur tous les réseaux sociaux, mais de cibler, en fait, les bons. Parce que si je suis sur le mauvais réseau social, en effet, ça va dégoûter derrière le chef d'entreprise qui va dire j'ai déjà testé, ça ne marche pas. Et en fait, c'est parce que malheureusement, en fait, nous sommes allés sur le mauvais, en fait, le mauvais canal avec le mauvais message et du coup, in fine, de mauvais résultats. Il y a juste un petit point, je voulais insister là-dessus, Alexandre, c'est sur la transparence. Là, on vous donne des éléments concrets à mettre en place, mais il ne faut pas oublier qu'on a affaire à de l'humain et que l'humain, il a son appréhension, il a son flair, hein, entre guillemets, qui fait qu'il verra tout de suite si le message il est trop travaillé, d'accord, et si trop de travail il y a, si trop d'éléments qui peuvent freiner, il n'y ira pas. Donc, il faut vraiment que ce soit, encore une fois, hein, un message qui vient du plus profond de l'être humain, du chef d'entreprise, parce que c'est ce message auquel vont se rattacher les candidats. Et s'il y a trop d'éléments superflus, s'il y a trop d'éléments de communication un peu bullshit, ça va freiner en fait le candidat. Alors justement, on vous parlait de la fiche persona. Donc, c'est justement cette fiche-là que je vous enverrai, sur laquelle les entreprises peuvent justement bien travailler. Je te laisse te présenter la fiche. Ouais, très très rapidement, parce que elle est plutôt bien faite. C'est une fiche qui a été faite par WeRecruit, qui est un ATS de Rennes d'ailleurs. Donc voilà, comme on le disait, comme je le disais au début, qu'est-ce qui se cache derrière le persona? Ça va être tous les éléments qui vont définir le profil type. Voilà, quelles sont ses expériences, quelles sont ses compétences, quelles sont les personnalités, les objectifs de vie. Bref, on met vraiment à plat notre portrait robot du candidat à qui est-ce qu'on souhaite s'adresser. Et ce travail demande de la réflexion, mais je pense qu'en une demi-journée, avec tous les éléments que déjà le chef d'entreprise a, c'est faisable. Et ce travail-là de mise au plat, de compréhension de la cible, va n'être que bénéfique en fait pour la suite, parce que ça va être beaucoup plus simple de choisir quel outil, quel canal, quel message, etc. Parce que tout partira du candidat, de qui il est. Donc, c'est vraiment un travail qui est que nous, start-up, mais même toute entreprise, quand on lance des campagnes de communication, de marketing, on fait pour savoir vraiment quelle est notre cible et pour que notre action, elle ait le plus de retour sur investissement, qu'on ne tape pas à côté et que voilà, on dépense du budget pour rien. Et donc, cette fiche-là, je vous l'enverrai dans la conversation juste après notre présentation. Et donc, pour conclure, justement, ce qui est important, c'est qu'une fois tout ce travail réalisé, il ne faut pas que l'entreprise oublie de bien incorporer justement son futur collaborateur, et notamment avec l'accueil. Donc, s'assurer que le nouvel arrivant aura un lieu à lui, qui va avoir un tuteur qui va l'accompagner dans les premiers pas de son entreprise, organiser son parcours d'intégration et notamment
formation et réaliser des entretiens réguliers au démarrage et même tout au long de la vie où va être le collaborateur dans l'entreprise. Et ça, c'est important en effet que cette intégration, plus elle est faite et elle est faite sur du long terme, et on va revenir toujours sur l'idée d'ambassadeur, que le collaborateur va être un ambassadeur en fait de l'entreprise auprès de futurs candidats. Et même une fois parti, si en fait, il faut accompagner aussi le départ en fait du collaborateur. Parce qu'aujourd'hui, nous ne restons plus à vie dans une même entreprise. Ça, je pense que les chaînes d'entreprise l'ont maintenant incorporé. Mais justement, un bon départ permettra aux collaborateurs de continuer en fait à véhiculer une image positive de l'entreprise et donc de faire part à son réseau que cette boîte, en fait, c'est une bonne boîte et sur laquelle je peux bien me sentir. Et encore une fois, petit parallèle avec la transparence, il n'y a rien de plus frustrant pour un candidat qui a vécu un super parcours de recrutement, qui a vécu une super expérience candidat, que d'arriver dans l'entreprise le premier jour et de voir en fait qu'on n'est pas accueilli, que personne ne sait en fait qui on est. Il y a 4% des ruptures de contrat qui se font le premier jour. 4%, c'est juste énorme. Et tout ça le premier jour d'arrivée, parce qu'il y a une dissonance entre le discours qui a été affiché tout le long et la réalité. Et l'onboarding, aujourd'hui, c'est un véritable enjeu pour les petites, moyennes, grandes entreprises, parce que c'est à ce moment-là que le candidat va découvrir un nouvel environnement et il faut qu'il soit à l'aise, il faut qu'il voit les perspectives, il faut qu'il comprenne en fait où est-ce qu'il a atterri et qu'il s'y sente bien. Et donc, c'est top d'avoir une super… Moi, je le vois avec des clients, ils ont des super pages carrières, ils ont des processus de recrutement aux petits oignons. Par contre, le premier jour, ils oublient en fait de prévenir le reste des collaborateurs que il y a une nouvelle personne qui intègre l'équipe. Et ça, en fait, pour quelqu'un qui arrive, c'est destructeur. Donc, c'est des petits éléments, mais encore une fois, rien de très compliqué puisqu'on parle d'humain. C'est respecter l'autre, c'est qu'est-ce que je fais pour l'accueillir et qu'il se sente bien chez moi. On n'avait qu'une petite heure pour faire une présentation, donc forcément, on ne peut pas aller dans le détail. Mais on espère que ça vous a déjà ouvert pas mal de perspectives. Et puis, on reste justement là pour échanger avec vous s'il y a des points sur lesquels vous voulez qu'on revienne ou si vous avez des questionnements. Peut-être qu'on peut faire un petit tour de table rapide pour que chacun partage une information, une pratique qui l'a marqué et que du coup on puisse peut-être soit rebondir dessus, savoir qu'est-ce qui vous a interpellé. Et n'oubliez pas d'activer vos micros quand vous parlez. Alors moi, je peux intervenir si vous voulez. Du coup, alors, ce que je pourrais dire, c'est que la marque employeur, en effet, je vous rejoins sur le fait qu'on en parle beaucoup et souvent, on a un petit peu de mal pour les entreprises. Après, ça dépend si elles sont staffées ou pas, mais concrètement, se dire qu'est-ce qu'il y a derrière, quels thèmes on doit parler, comment on doit l'aborder. Donc, moi, je sais que j'ai pu accompagner plusieurs entreprises de toute taille sur cette thématique-là. Mais sans être vraiment, on va dire, formé ou avoir une méthode précise, parce qu'on aborde certaines choses. Donc, ça fait plusieurs webinaires, parce que j'ai suivi aussi le webinaire de l'APEC, le vôtre. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on voit qu'il y a un processus à suivre finalement. Donc, moi, ça me donne en tout cas plus de cadres, plus d'organisation et d'idées. Et puis, avec la plateforme qui arrive aussi. Il y a plein de choses à y parler, le fait d'être authentique ou de s'entraîner pour un employeur sur son pitch, un petit peu qu'est-ce qu'il peut dire, comment il peut les accompagner là-dessus. C'est pas toujours évident de parler de son entreprise, surtout quand on est dedans depuis très longtemps. Et après, finalement, PME, mais il y a aussi des entreprises qui aujourd'hui rayonnent quelquefois même sur l'international. J'ai pu en accompagner une et qui n'ont pas de site carrière, pas de site de recrutement. Et une entreprise, moi, qui m'a marquée, Axilone Plastique, je peux donner son nom, qui est située à Guidel, qui avait beaucoup de cités de recrutement, qui avait plutôt tendance à démultiplier son partenariat avec des agences d'intérim.
et qui, au final, quand on a travaillé avec eux dans la durée, le fait de créer une page de recrutement, pas qu'avoir une page produit, de réfléchir à la manière qu'on communique. On a pu, en fait, les aider sur mettre en place des podcasts, des vidéos métiers, faire parler des salariés. Et on voit qu'à aujourd'hui, 2 ans après, elles ont plus de difficultés de recrutement, en tout cas. Elles arrivent à faire des job dating sur place, elles ont du monde. Donc voilà quoi. Voilà ce que j'aurais pu, voilà ce que je peux vous partager sur le webinaire et sur l'entreprise, moi, qui m'a marqué. Merci beaucoup pour ce retour. Oui, donc là, je te voyais essayer de trouver le document de la BPI. C'est vrai que la marque employeur, c'est effectivement, c'est rien de très compliqué à mettre en place, mais comme tu l'as dit, ça demande une méthodologie. Voilà, il faut savoir par quoi commencer. Mais finalement, après, les éléments, on les retrouve assez facilement une fois qu'on a cette trame-là à suivre. Les éléments, c'est les éléments du quotidien. Donc, il ne faut pas non plus aller chercher trop loin. Et je pense qu'une fois que cette trame elle est bien définie, et on pourra vous partager le document qui la reprend assez bien là-dessus, et que vous pourrez vous repartager derrière. Ça demande du travail, mais c'est pas sorcier non plus. Je peux vous donner un exemple d'une entreprise artisanale que j'ai accompagnée, mais un couvreur qui développe son activité et qui a justement fait un peu ce travail, alors sans le nommer en fait, mais un peu de marque employeur. En fait, il a fait sans le savoir. Et quand je lui ai dit qu'il avait fait ça, il a dit « Ah, mais en fait, c'est pas très compliqué ». Il avait défini en effet ses besoins, il avait défini les valeurs de son entreprise, il les avait clairement en fait mis à disposition et puis véhiculés sur son site internet. Et le profil en fait qu'il cherchait, c'était pas du tout un technicien. Lui, il cherchait quelqu'un qui était plutôt, pour poser en fait des panneaux solaires, donc il cherchait un électricien. Et puis il a pris en fait un jeune qui était en rupture de parcours scolaire, il n'avait pas de diplôme, rien du tout, mais qui finalement était force de proposition, doué de ses mains. Il avait besoin en fait d'avoir une confiance de son employeur en lui. L'entreprise a dit ok, c'est un profil en fait qui me plaît. Moi, je pense que je peux l'amener vachement loin. Et aujourd'hui, il est ravi en fait de ce recrutement, quoi. Ravi. Et il a juste formé en électricité. Ça lui a pris 3 mois. Et puis voilà, et puis maintenant, il est autonome. Et encore une fois, je reviens sur ce frein à la candidature que peut être le CV pour ce type de profil. C'est de se dire, voilà, il y a des gens qui savent pas rédiger un CV, et qui, dans leur CV, ne savent pas quoi mettre. Peut-être qu'ils n'ont pas grand-chose à mettre, mais par contre, de par ce qu'ils font au quotidien, de par qui ils sont, on revient à ces soft skills-là, ils sont des profils extraordinaires pour une entreprise. Et le problème des plateformes Indeed, Pôle emploi, etc., c'est que voilà, on s'arrête vraiment à cet élément classique qu'est le CV, mais le CV, c'est vrai que c'est pertinent pour des postes à haute qualification. On a besoin d'avoir vraiment l'historique de la personne, mais je considère que pour des métiers où le métier s'apprend finalement, où on est capable de transmettre, ce qui va être pertinent, c'est la personne que j'ai en face. Et je pense que cette approche-là, en tout cas nous on le voit pour les clients qu'on accompagne, ça lève tout de suite en fait les freins et les barrières qui pouvaient exister jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a d'autres réactions que vous voulez nous faire partager? Oui, moi je voulais bien intervenir. Effectivement, je vous rejoins sur l'ensemble des points qui ont été abordés et c'est le message qu'on va porter auprès des entreprises et effectivement beaucoup de TPE également. Après, il y a quand même quelque chose à mettre en lumière, notamment moi par rapport à mon quotidien où on va avoir des personnes pas à l'aise avec le numérique. Et donc, du coup, le numérique peut être un frein aussi, où il y a des actions sur notre territoire, mais même ailleurs, hein, de remettre la petite annonce d'emploi, de refaire des cafés contact emploi pour qu'en fait, la rencontre se fasse effectivement sans CV. Voilà, ça, c'est des choses qui sont essentielles, mais qu'il y ait une rencontre et souvent dans des lieux non institutionnels. Bien sûr. Mais voilà.
Il n'existe pas un seul canal d'acquisition. Et le digital et le numérique en est un parmi d'autres. Et effectivement, c'est bien pour ça qu'on voit des actions de job dating, des événements, de découverte, porte ouverte des entreprises. Il faut multiplier en fait les canaux d'acquisition et il n'y a pas une recette magique. Donc oui, je vous rejoins totalement là-dessus. C'est pas que finalement tout doit passer par le numérique, mais c'est plutôt en fait que le numérique va rester en fait une forme de vitrine. Et ça en fait c'est la vitrine qui est la plus facile et qu'on va rechercher en fait le plus rapidement. Et donc c'est ça. Mais en effet, je vous rejoins. Le frein du numérique aujourd'hui, il est encore énorme dans beaucoup d'entreprises. C'est pas pour rien que il y a une entreprise sur deux qui n'a toujours pas de site internet. Et ça, c'est quand même assez conséquent. Donc, mais voilà, mais ça, c'est du travail de longue haleine qui prend. Voilà, là, on est sur un chemin de croix. Un chemin de pénitence. Ouais, c'est à genoux, on s'agenouille souvent, on se baisse, on est ensemble au bout d'un moment, quoi. Mais il faut le faire. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas, surtout avec la jeune génération qui arrive et qui se renseigne, moi je trouve ça affolant. Enfin, moi je fais partie de cette génération-là et je vois en fait comment est-ce que je choisis mon resto. C'est sur TikTok. Comment est-ce que je m'informe sur les derniers vêtements, sur les dernières collections. Enfin, tout ça, en fait, c'est à travers le digital, à travers le numérique. Donc, je suis un persona à part entière. Il y en a d'autres, bien évidemment. Mais bon, aujourd'hui, c'est 95% de la population qui est équipée d'un smartphone. Donc, il ne faut pas négliger en fait le canal du numérique parce que il y en a qui seront plus ou moins à l'aise, bien évidemment, mais ça reste quand même un vecteur essentiel. Et ce qu'on peut dire, c'est peut-être que pour pas faire peur aussi aux entreprises, c'est que en effet le numérique n'est pas le seul vecteur, mais devient quelque chose en effet d'essentiel, mais qu'il faut démystifier. Ne pas en fait dire qu'il faut que j'ai toute une stratégie en effet numérique hyper développée à la mode Apple. C'est pas du tout ça qu'il faut leur dire, mais d'avoir en effet une présence, en fait une petite présence, déjà une petite porte d'entrée sur le numérique qui est essentielle. Et en effet, après, multiplier les autres canaux. Voilà. Merci beaucoup à toutes. Public 100% féminin, super, pour votre écoute et puis votre participation. Si vous avez d'autres questions, moi je vous ai envoyé à chacune une invitation sur LinkedIn pour qu'on puisse partager. Et puis Alexandre vous partage du coup les documents. Et ouais, ce que j'ai demandé, donc c'est à Karine de m'envoyer justement vos adresses mail, comme ça je pourrais vous envoyer donc la présentation, la fiche persona, et puis aussi cette fiche de la BPI qui reprend un petit peu la marque employeur, où je pense que vous allez retrouver pas mal une belle boîte à outils pour après les entreprises aussi que vous allez rencontrer. Et après, moi, je serais intéressée aussi, excuse-moi Karine, juste sur vos outils en termes de structure. On disait tout à l'heure, les entreprises, elles ont aussi besoin d'être outillées, d'être accompagnées. Donc, je sais que la CMA, vous faites des choses. Je ne connaissais pas du coup Oscar Hunel. Donc, du coup, voilà, peut-être aussi en profiter pour nous dire un peu ce que vous faites dans vos structures et en quoi ça peut aussi accompagner. Parce que ce n'est pas forcément qu'ils sont réfractaires au numérique, des fois. C'est juste qu'ils ont besoin d'un coup de pouce, en fait. Et il faut les orienter avec des structures qui peuvent les accompagner. Ça, c'est important. Hein. Il faut que les entreprises soient toujours accompagnées. Mais ça, je pense que quand ils viennent vous voir, ils viennent nous voir, ils sont déjà dans ce processus en fait de volonté d'accompagnement. Et donc, c'est beaucoup plus facile, en effet, à passer le cap. Mais en effet, il faut. Mais ça, c'est pareil, c'est un chemin de pénitence de toujours dire aux entreprises qu'elles ne sont pas seules et qu'elles n'hésitent pas à se faire accompagner par quelques structures. Moi, je m'en fiche. Mais il faut qu'elle se fasse accompagner, et ça, c'est essentiel. Et ça, je vous rejoins. Hein. L'accompagnement, voilà, ça passe par là. Mais Sophie, je vous ai envoyé une petite invitation LinkedIn, donc si vous voulez qu'on échange par téléphone à la suite, n'hésitez pas à me proposer un créneau pour que… Ouais. Et puis dans mon mail, je te mettrai en copie, comme ça, vous aurez les coordonnées aussi, si vous voulez. Il y aura les coordonnées d'Oscar et de moi-même pour continuer à échanger. Pour approfondir. Merci beaucoup, c'était super. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Merci Alexandre, merci Karine pour l'organisation.
Et puis, je vous souhaite une excellente après-midi. Merci. Merci pour votre participation. Merci Oscar et Alexandre. Bien. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.